Bonjour Corentin. Bonjour Romain et bienvenue, bienvenue dans la capsule, hein, je vais dire ça à chaque fois, mais bienvenue dans la capsule. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Comment te sens-tu? C'est la première question que j'aime bien poser, c'est comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, je suis en milieu assez familier puisque je crois qu'on se connaît déjà depuis un petit moment. C'est la première fois que je fais du direct sur Internet. Je suis pas vraiment familier avec ça, mais je pense que ça se passera très bien. Bon, après j'ai aussi l'habitude de donner des cours, de faire des conférences, mais là je suis vraiment très très fier d'être dans ta capsule. Ouais. J'ai regardé les 2 premières émissions, c'est vraiment fantastique ce que Merci beaucoup. tu fais, et je souhaite une longue vie à la capsule. Merci beaucoup, merci énormément. Alors Romain, je pense que là il y a quelque chose qui va te faire plaisir. On a Stardust qui vient de nous envoyer tous ses viewers. Donc concrètement, il vient bienvenue aux viewers de Stardust. Romain ne tarit pas d'éloges sur le travail de Vincent. C'est c'était Raid du Collectif Conscience. Ah merde. Bienvenue au Collectif Conscience, salut. Mais bienvenue à Stardust qui est aussi dans le chat, qui nous envoie des gentils messages. J'ai rien fait. Eh bien, bienvenue, merci au Collectif Conscience, merci beaucoup pour le raid. Et merci, merci Théo de nous avoir envoyé tous ces viewers incroyables. Mais Romain, d'ailleurs, on pourrait commencer par discuter un petit peu de ta passion pour la vulgarisation spatiale, notamment sur YouTube, et à quel point tu m'avais parlé d'Hugo Lisoire, notamment, et de Vincent, évidemment. Absolument, oui, je suis un grand fan de toutes sortes de chaînes YouTube. En particulier technique spatiale, astronomie et effectivement Stardust, l'Isoire, c'est difficile de trouver tous les exemples, mais je crois que j'ai quasiment une centaine d'abonnements dans plein de domaines. Je crois que c'est un travail remarquable qu'ils font. Je trouve aussi Corentin de démarrer avec cette émission à Twitch, la capsule, c'est super. Je pense que c'est des genres de chaînes YouTube qui vont créer des vocations, qui vont donner des envies à plein de jeunes ou moins jeunes. Et même moi, j'apprends énormément de choses. Je suis vraiment très reconnaissant de ce qu'ils font. Et Vincent qui nous dit que ça le touche et que c'est son but justement. Donc je pense qu'il est ravi. Exactement, je pense qu'il a déjà créé beaucoup de vocations. Donc c'est aussi le but de cette émission aujourd'hui, d'essayer de parler de ton parcours et justement de rentrer un peu plus dans la technique, peut-être en deuxième partie d'émission. Pour le moment, en première partie, on va peut-être parler un peu plus de toi, de ton parcours, de comment est-ce que tu es arrivé où t'en es aujourd'hui à travailler sur Juice, avant de parler de ton métier. Ce que j'aime bien dans cette émission, justement, rendre le côté un peu plus humain, pour comprendre vraiment comment s'est fait ton enchaînement, et puis pour savoir à qui avons-nous l'honneur aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans la capsule. Donc on va commencer tout de suite. Je pense que sans plus tarder, on peut directement se lancer sur les slides. Attendez, où est-ce que j'ai les slides de Romain? Paf! Et ben voilà! Voilà, normalement tout est bon, tout est réglé. Oh, le stream professionnel, voilà. Bienvenue le geek. Voilà, écoutez, on est parti, hein. On est parti, Romain. On a un petit peu discuté, donc je sais que tu commences souvent ça par le parcours. Donc moi voilà, j'ai 45 ans, je travaille depuis 22 ans dans l'industrie spatiale. C'est ma passion, j'aime que ça. Et en regardant un peu mon parcours, tout va paraître vraiment linéaire. On dirait que tout a été calculé depuis petit. Mais donc c'est un peu la trajectoire fusée que je veux illustrer là. Mais là où je mets l'arbre, d'abord, c'est un peu pour rester les pieds sur terre. Mais c'est que quelque part, il faut imaginer qu'on est sur une des branches et on évolue. L'arbre pousse, on évolue. Mais il y a quand on revient dans son passé, il y aurait eu plein d'évolutions possibles, de carrières possibles, de métiers possibles
d'ailleurs les branches de l'arbre se recoupent, donc on peut passer d'une autre. Donc si moi je reviens un peu dans le passé, effectivement, par exemple, je vais être sur une des branches et puis je vais un peu revenir en arrière, trouver des stages, trouver des choses de mon enfance. Mais quelque part, j'aurais pu être, quand on est ingénieur, donc tu as dit je suis ingénieur, quand on est ingénieur, c'est pas toujours évident de trouver le travail dans ce qui nous plaît absolument, il faut jamais désespérer, il faut toujours essayer. Mais j'aurais pu très bien être encore un an avant d'avoir mon diplôme, être, je ne sais pas moi, ingénieur dans les pétroles, dans l'aéronautique, dans les voitures. Ouais. Donc, clairement, le spatial, l'astronomie était quelque chose qui m'a marqué. Ouais, et en gros, ce que tu voulais imaginer avec l'arbre, c'était il y avait tout le temps des choix et que. Voilà, il y a tout le temps des choix. On peut changer de branche. Et puis là, dans l'exercice qu'on va faire de retrouver un petit peu le parcours, en fait, je vais descendre un petit peu la branche pour trouver des petites noisettes qui constituent un peu ce parcours. Est-ce que vous êtes prêts sur le chat à chercher les noisettes aujourd'hui? On va chercher et donc la fusée, donc tu as dit c'était ta passion, l'aérospatiale. C'est ma passion. C'est aussi que j'ai eu un parcours très. On va y venir. Je vais peut-être passer par les slides, mais avec un père ingénieur dans le domaine défense-espace, avec des bons résultats maths physique et la passion maths physique quand j'étais collège-lycée, c'est vrai que c'était déjà une voie vers l'ingénierie. Et puis il y a eu plusieurs trucs qui m'ont marqué quand j'étais petit, donc là je vais justement en parler. Donc ce sont mes petites noisettes que je place sur cette branche. Donc là on va revenir un petit peu dans du passé, donc 1990, je ne sais même pas si tous nos chers auditeurs... Qui était né franchement dites-nous dans le chat si vous étiez né en 90. Parce que là... Pas moi. Moi je peux pas dire pas moi. Salut Auré. Ah, il y a Isabelle d'ailleurs, Romain, il y a Isabelle Idéarienne qui te dit bonjour, je crois que tu la connais, d'Airbus. Je la salue absolument. Oui, tout à fait. Moi, non, 94, non, pas moi, 5 ans en 90, non, si, on avait un. 82, pas moi. Moi, je vais mettre un petit pas moi non plus, voilà. Et donc 90, pardon, tu avais quel âge? Donc 90, c'est cette mission fantastique que tout le monde connaît qui a été lancée en 1990 et elle a eu l'avantage pour nous d'être extrêmement médiatisée. Beaucoup d'images ont été tournées. C'est aussi une mission qui a demandé la navette spatiale des astronautes. Et puis en 1993, il y a eu la première mission de sauvetage puisque Hubble a eu des sacrés problèmes d'optique, donc il a demandé de faire des sacrées interventions et tout était filmé, tout était en reportage. Et ce sont toutes ces images, j'ai mis cette petite télé dans l'angle en haut à droite. Ce sont ces images, je pense, qui ont forcément marqué le jeune ado que j'étais. En 1990, j'avais 15 ans. Ouais. Je pense que c'est des choses, quand je les revois maintenant, ça me paraît très familier. C'est une partie de mon métier. Mais je pense que ça faisait rêver et je pense que ça c'est quelque chose qui compte pour faire son chemin vers le spatial. Mais alors à l'époque, le spatial était, comment dire, est-ce qu'il avait autant d'engouement, est-ce qu'il y avait autant d'engouement du public pour ce domaine-là? Est-ce qu'il était très médiatisé? Parce que tu dis que tu l'as vu à la télé, donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est rare de voir du spatial à la télé, à part quand on a un astronaute français dans l'ISS. Oui. On parle pas de spatial à la télé en ce moment. Je pense que les médias ont extrêmement changé entre maintenant et il y a 30-40 ans. Avant, on avait, je me rappelle mon enfance, on n'avait que 3 chaînes, la 1, Antenne 2 et la 3. Et quand il y avait une émission scientifique ou une émission de documentaire une fois par semaine, et parfois, mais très très rarement, on parlait d'astronomie ou on parlait de science. Et parfois, ça pouvait être un reportage entier de toute une soirée
sur ce sauvetage de Hubble avec des images fantastiques. Donc il faut imaginer que la France, qui n'a que 3 chaînes de télé, peut-être après c'est venu avec et dédié une soirée entière à Hubble, quoi. Voilà, c'était une soirée entière. Et le lendemain, dans la cour d'école, enfin là, en 1990, c'était plutôt le collège, on était quelques-uns à avoir regardé tous la même émission. Donc ça peut marquer, ouais, ça peut marquer. Et ouais, c'est fou. Ça serait tellement bien d'avoir aussi des émissions comme ça à la télé de nos jours pour des lancements ou des choses comme ça, quoi. Oui, ouais, je n'aime plus de chaînes de télé, mais heureusement, il y a Internet, heureusement. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a YouTube, il y a des initiatives fabuleuses. Il y a des gens qui font des streamings de lancement. Je pense qu'il y a maintenant beaucoup plus d'accès à l'information du spatial qu'il pouvait y avoir avant. Ouais, bien sûr. Mais on sent que comme il y a cet engouement aussi sur Internet, que potentiellement il y a un manque à gagner pour la télé, entre guillemets. Il y a une audience, il y a une demande pour ce genre de choses. Et sûrement. Et c'est vraiment dommage de voir beaucoup moins d'émissions documentaires, scientifiques à la télé. Heureusement, je pense que maintenant les nouveaux médias, Internet et YouTube et Twitch, avec toi Quentin, prennent un relais très très efficace, quoi. Et alors là, tu nous as mis une petite voiture télécommandée, j'ai l'impression. Ma deuxième petite noisette, c'était la mission Mars Pathfinder qui est arrivée sur Mars en juillet 97. Donc là, on est déjà un petit peu plus tard. Là, je suis déjà étudiant. Donc juillet, c'est intéressant parce que quand j'étais étudiant, j'étais dans l'université. Je n'avais pas forcément regardé la télé, mais juillet, j'étais probablement rentré chez mes parents. Il y avait la télé, on regardait la télé, et il y a eu une émission grand public, prime time, 20h30, sur l'arrivée de Pathfinder et notamment tous les relais qu'on pouvait avoir, où les gens pouvaient discuter. C'était aussi les premières années d'Internet. Et cette mission Pathfinder, qui est surtout une démonstration de technologie d'un point de vue scientifique, je pense qu'ils ne sont pas allés très très loin au point de vue instrumentation. Ouais. Ils ont aussi vraiment joué le jeu en communiquant et en utilisant à la fois Internet, les télés, les médias pour faire connaître cette mission. Et c'est ça qui t'a marqué, du coup, c'est le fait qu'on en parle beaucoup? C'est quelque chose qui m'a marqué. Pareil aussi, c'était un petit peu la grande messe devant notre écran. C'était l'émission, je ne saurais plus dire quelle émission documentaire diffusait ça. Mais premier objet c'était pas le premier objet sur Mars, mais des images qui allaient arriver de Mars, et on avait presque l'impression qu'avec Internet et avec ça, on pouvait presque piloter nous-mêmes le. Ouais. Et c'était la première sonde mobile, premier rover quoi sur Mars. Je crois que c'était la première sonde qui bouge, le premier rover sur Mars. Il y a eu plusieurs atterrisseurs avant, pas mal d'images avant depuis les années 70, il me semble. Mais ça, c'était vraiment la première fois que des humains faisaient avec succès atterrir et bouger un petit rover. Alors, l'émission en elle-même, moi, cette perspective de pouvoir aller sur Mars avec un petit robot et de pouvoir avoir ça fait rêver. Des images, ça faisait rêver. Dans la réalité, l'émission était vraiment longue, il ne se passait pas grand-chose. Heureusement, il y avait des invités, peut-être quelqu'un comme Hubert Reeves ou je ne sais plus, qui disaient des choses intéressantes, mais on restait un petit peu sur la fin. Mais bon, c'est quelque chose qui, après coup, je pense, m'a marqué. Et puis là, en plus, on est dans la robotique, on est moins dans le rêve de l'astronaute, et la robotique, l'exploration robotique, c'est aussi une grosse part de notre travail à l'ESA. Et t'avais 22 ans là à cette époque, non? C'est ça? Voilà, j'avais 22 ans, j'étais encore étudiant, j'allais démarrer ma dernière année d'étudiant. J'avais déjà franchement une grosse orientation scientifique, et j'avais quand même une bonne idée de ce que j'avais envie de faire. On va y venir avec ça. Je pose ma troisième petite noisette là. Alors je sais pas si alors il va y avoir des Toulousains qui vont être contents.
Donc on reste aussi en 1997 et un truc vraiment marquant pour, je pense, les Français du Sud-Ouest, et en particulier les Toulousains, c'est l'ouverture de la Cité de l'Espace, qui est un fantastique musée des technologies de l'astronomie qui se trouve à Toulouse. Alors l'image du bas représente la Cité de l'Espace à Toulouse telle qu'elle est actuellement. Il y a eu pas mal de nouveaux bâtiments, de nouvelles salles. J'ai essayé avec les deux autres images de trouver un petit peu à quoi pouvait ressembler la Cité de l'Espace en 1997. Il y avait ce bâtiment pointu qui était une récupération d'un musée d'art qui n'a jamais vu le jour. Et puis il y avait déjà la fusée Ariane. Donc très rapidement après l'ouverture, j'ai fait la visite. J'y suis retourné 2 fois dans l'année 97-98. Clairement, j'avais envie de faire partie de l'aventure. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont là ce soir, qui sont allés déjà à la Cité de l'Espace et qui aussi aiment cet endroit pour tout ça, pour tout ce qui représente, et parce que c'est très très cool. Il y a beaucoup de très bonnes explications. C'est souvent bien. Enfin, c'est top quoi. C'est trop intéressant, surtout pour les gens qui sont intéressés. Je voulais revenir sur un petit message de Thibaut qui nous disait qu'en fait il y avait un mini rover sur Mars 3 soviétique mais qui n'avait pas fonctionné. Donc Pathfinder était en fait le premier rover fonctionnel sur Mars normalement. Ok. Meilleur endroit, c'est tellement génial la Cité. Beaucoup de passionnés, de gens passionnés à la Cité, ouais c'est vrai. Ouais, J'étais allé pour les soirées des 25 ans du télescope Hubble. Ouais, c'était top. Il y a toujours des événements comme ça, ouais. Ouais, de beaux événements, et c'est et ça évolue très très bien. Je pense qu'on est à d'une vingtaine d'années maintenant de fonctionnement. Ça grandit, ça grossit, ça gagne en même qualité. Plus. Je pense que c'est plus que ça. 23 ans, ouais. Et tu as emmené ta famille, j'ai amené ma famille, voilà, puisque justement on va un petit peu venir maintenant. Ah bah oui, voilà. Un petit peu plus linéaire, donc à la base des slides incroyables. À la base je suis de Bordeaux, donc j'ai mentionné mon père qui était ingénieur. Bordeaux est aussi une grande région d'aéronautique et un peu spatial. Oui, il y a du spatial évidemment. Il y a EADS, maintenant Airbus, qui était l'aérospatial historiquement. Il y a aussi pas mal d'activités militaires, les engins. Thierry, la semaine dernière, parlait qu'il avait travaillé dans les lanceurs d'engins. On est aussi dans ce genre d'activité. Il était à Bordeaux pour les... Non, lui, Thierry, il était au Muro. Donc c'est l'autre. Ah oui. On va dire c'est la même société. Je pense que côté Paris, région parisienne, ils sont plus maîtres d'œuvre de missiles, lanceurs d'engins ou fusées. Bordeaux, la région de Bordeaux fait plus la partie propulsion, donc de la grosse poudre, quoi. On a des viewers qui sont contents que tu sois bordelais. Il y a Edendal qui est très content que tu sois bordelais. Et il y a Radine qui nous dit: ça sent le papa ingénieur à l'aérospatial, SEP ou SNPE. Je ne connais pas SEP ou SNPE, mais je sais pas s'il a raison. Eh bien, écoute, je dis rien pour l'instant, mais on va revenir. Voilà. On va voir, mesdames et messieurs. Donc après le bac, il y a plusieurs orientations possibles. J'avais fait une demande en classe préparatoire au lycée Montaigne, où j'étais admis avant de connaître mon résultat du bac, parce que ça se fait sur dossier. Mais avec le résultat du bac plus le dossier, j'ai aussi réussi à être admis à l'INSA à Toulouse. Donc un INSAlien. Juste après le bac, j'ai fait le grand déplacement, qui pour moi était déjà un grand déplacement, 250 km, d'aller dans cette belle ville de Toulouse, un peu plus près des Pyrénées, avec terre de rugby, qui est un sport que j'ai adopté. Et donc l'INSA se fait en 5 ans. La première année, un stage ouvrier est obligatoire, et on en vient à mon piston par mon papa, qui travaillait à la SNPE. Donc mon premier stage a été à la SNPE, puis l'année suivante ça m'a tellement plu, l'été suivant ça m'a tellement plu que il n'y avait rien d'obligatoire, mais j'ai refait un stage dans un autre service à la SNPE. Puis l'année suivante j'ai refait un stage, pareil, ce n'était pas obligatoire du tout,
à la SEP, donc la Société Européenne de Propulsion, Ok. et la SNPE, c'est la Société Nationale des Poudres et Explosifs. Je serais, Ok. il serait difficile pour moi de dire qu'est-ce qu'elles sont devenues ces sociétés. Je sais qu'elles existent encore, Alors, mais elles ont vraiment on changé a la de nom. réponse justement. Aradine qui nous dit Ah, donc très déjà bien. bravo Aradine, hein. Mais il avait prédit le truc. SEP apparemment est devenu SNECMA. Snecma, SPS Héraclès et Ariane Group. Ok. D'accord. Très intéressant. Merci, merci à Radine. Mais Snecma plus du tout à Bordeaux, si? Toujours à Bordeaux? Moi j'avais Vernon en tête. Snecma. Alors, Vernon, c'est les moteurs de fusée. SNECMA, donc à l'époque SEP, il fabrique par exemple les tuyères, les divergents de tout petits satellites jusqu'aux divergents aux tuyères d'Ariane. D'accord. Ok. Ok. Voilà. D'accord, très bien. Il fabrique aussi les structures bobinées de fibres de carbone pour tout ce qui sont les tanks. Bon, ils ont toute une activité liée à la propulsion d'engins, Ouais. aux missiles, Les missiles, disons le mot, propulsion solide, quoi. Ouais. et missiles stratégiques. Hmm. Je sais aussi qu'avec ils ont beaucoup développé, la SEP a beaucoup développé la structure carbone-carbone. Et qu'ils avaient même des dérivés, par exemple les freins de Formule 1 sont faits en carbone-carbone, et c'est une des technologies liées à ce qu'a développé la SEP il y a bien longtemps. Ok. Il y a Edendal qui nous dit à Bordeaux ça sent la poudre quand on reçoit le stade toulousain. Voilà, donc, moi en fait j'ai la double nationalité, hein. Je suis à la fois girondin et toulousain, où j'ai passé pratiquement 17-18 ans à Bordeaux et 17-18 ans à Toulouse. Donc dans la continuité de découvrir le monde de l'entreprise, la 4e année de mon cycle d'ingénieur, par relation avec un ancien INSA qui faisait du sport avec moi, j'ai réussi à avoir un stage dans une petite société qui s'appelait Realix Technologies, qui maintenant doit plus ou moins faire partie du groupe Altran, je crois, et qui était un des principaux sous-traitants du CNES, de Matra, qui est maintenant devenu Airbus, et puis de plein d'autres grandes entreprises. Donc là, j'ai commencé à déjà faire de la modélisation de systèmes thermiques, apprendre un peu le logiciel. Et puis pour la 5e année de l'INSA, où il y a le stage de fin d'études, je suis arrivé avec un CV déjà sacrément costaud, avec une connaissance de logiciel, de thermique, et du coup ça m'a permis probablement d'avoir un stage au sein de Matra, qui maintenant est devenu Airbus Defence and Space. Matra finalement qui m'a donné quasiment du jour au lendemain mon premier travail. Donc Matra, c'est maintenant Airbus, c'est l'un des géants français européens du spatial. Alors attends, pardon, j'étais mute sur mon micro, mais Matra, donc tu as fait ton stage chez Matra en thermique et après tu as été embauché chez Matra en thermique. Voilà, j'étais embauché chez Matra. Alors à l'époque, en fait, c'est peut-être encore vrai, ils n'embauchaient pas directement des titulaires chez Matra, et il fallait passer par une société de contractants, de sous-traitance. Et comme j'avais déjà gardé de bons rapports avec cette petite société qui s'appelait Realix, à la fin de mon stage, les gens de Matra m'ont dit on souhaite te garder, on a du travail pour toi, mais on n'embauche pas. Et je suis allé voir Realix, je leur ai dit voilà, vous avez des ingénieurs chez Matra en sous-traitance, Matra me garderait, est-ce que vous pouvez me garder, est-ce que vous pouvez m'offrir un contrat, évidemment, tu arrives avec ton client, ouais, bien sûr, ouais. Pas de problème. Donc vraiment du jour au lendemain, fin de stage, le lendemain je restais dans le même bureau avec un contrat de sous-traitance, et qui a duré 2 ans. Ce après quoi, il y a eu une petite période en 2000 où il y avait beaucoup plus de nouveaux contrats, de nouvelles générations de télécoms chez Matra. Et donc là, du coup, j'ai été titularisé, pareil, sans changer de bureau, en faisant toujours plus ou moins le même travail. Donc Matra qui, par alliance avec une entreprise anglaise devenue Matra Marconi Space, c'est devenu Astrium en fusionnant avec des entreprises du spatial allemandes.
ça c'est devenu avec des EADS Astrium pour rentrer dans le groupe EADS. Puis Airbus, Astrium. Astrium et maintenant Airbus Defence and Space. Donc Ouais, ok. Il y a eu pas mal de regroupements là en Europe en 15-20 ans. Ça a été impressionnant, ouais. Beaucoup de regroupements stratégiques. Donc en grosso modo, la France, il y a 2 gros industriels qui sont maintenant Airbus Defence dans le spatial, qui sont maintenant Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space. Donc Airbus est allié avec l'Allemagne, où il y a plusieurs sites, Friedrichshafen, Ottobrunn en particulier. Je parle surtout pour l'activité satellite que je connais bien. Et puis il y a aussi plusieurs sites en Angleterre qui étaient un petit peu l'alliance historique de Matra Marconi Space. C'était le Marconi de Matra Marconi Space. Donc ils sont essentiellement à Stevenage au nord de Londres, Portsmouth notamment. Puis je sais que maintenant il y a le groupe CASA qui est devenu dans le giron Airbus, donc à Madrid. Puis je pense qu'il y en a plein d'autres. Il y a les Fokker aux Pays-Bas qui sont aussi dans le groupe Airbus. Voilà. Et par ailleurs, je sais que Thales aussi, qui était Alcatel historiquement, qui historiquement était Aérospatiale Cannes, se sont alliés avec la plus grande entreprise de spatiale d'Italie, donc c'est devenu Thales Alenia Space. Et maintenant on trouve du Thales Alenia Leonardo, Space, je crois. Leonardo. Dans plein d'autres dans plein d'autres pays. Ouais. Et ok, alors maintenant, du coup, donc là, on en est où? T'es embauché Airbus Defence and Space à ce moment-là? Voilà. Donc là, okay. je passe 12 années d'ingénieur chez, on va appeler Airbus maintenant, même si à l'époque ça s'appelait Matra. Pour faire simple, on va appeler ça Airbus. Bien sûr, oui. Et donc en fait, quand on est un tout jeune ingénieur, en général, ce qu'on commence à faire, c'est du modèle thermique, de l'analyse thermique. Donc c'est ce que j'ai fait sur la mission Spot 5, mission d'observation de la Terre pour le CNES, le 5e d'une longue série de satellites d'observation qui a donné toute ses lettres de noblesse au spatial français pour ce qui est l'observation. Et puis petit à petit, on commence à gagner en expérience. On a aussi l'occasion d'aller sur pas mal d'autres projets pour donner des coups de main lors d'essais thermiques, lors des campagnes de tests. Un autre projet qui est arrivé assez vite pour moi, ça a été vraiment la phase A. Donc ce qu'on appelle phase A, ce sont les tout débuts d'un projet, quand on commence à faire les concepts, trouver quelle technologie pourrait remplir les fonctions demandées par une mission. Donc c'était la mission Solar Orbiter qui vient d'être lancée il y a quelques mois à peine. Je crois que c'était en février, si je me trompe pas. Et alors là, c'était en quelle année que tu commençais à travailler sur Solar Orbiter là? Je pense que ça devait être quelque chose comme 2004 ou 2000. Non, c'était peut-être un peu plus tard. Je pense que ça devait être 2006 ou 2007. Et donc Solar Orbiter étant lancé, ça a été lancé cette année, c'est ça? Février? Oui, c'est ça, donc 2020. Donc voilà, il y a 13 ans de développement. 13 ans entre le moment où on commence à gratter le premier papier de débauche d'études d'une mission et son décollage. Voilà, et je pense qu'encore, quand je parle de 2006-2007, c'est quand ça nous est venu dans les bureaux d'Airbus, d'Astrium. Mais je pense que l'ESA l'avait déjà travaillé dessus quelques mois, voire même quelques années auparavant. Donc, mais après, c'est pas si long que ça pour une mission spatiale. En partant de 0, 13 ans, bon, ça va. Ouais, je pense que donc c'est une mission qui comporte facilement une dizaine d'instruments. Beaucoup d'instruments sont des fois des héritages de missions précédentes. Là, la particularité pour Solar Orbiter, c'est que ça va très très près du Soleil, pas aussi près que Parker Probe, mais je pense que le flux solaire était l'équivalent de il sera l'équivalent de 18 000 à 20 000 watts par mètre carré. Ouais, je crois que sur Terre. Pour référence, on en a que 1300, 1400 tout au cours d'une année. Donc ça implique de nouvelles technologies, de nouvelles choses. Ouais. Voilà, ouais. Et
une phase A, souvent dans ces missions ESA, ce sont en général deux études en parallèle d'industriels, parfois un petit démonstrateur à construire, et à la fin, il y en a un qui gagne et qui fait la suite du développement jusqu'au lancement. Donc, c'est exactement, on en parlait la semaine dernière avec Thierry, mais c'est ce qui se passe en ce moment sur Spica. On est encore en phase A et on a deux industriels qui font des études en parallèle et qui seront sélectionnés à la fin, l'année prochaine, quoi, du coup, si la mission est sélectionnée, quoi. Ouais. Pour continuer un petit peu le parcours, toujours dans des phases très avancées de projet, j'ai eu l'occasion de travailler sur le démonstrateur du plan focal de la mission d'astronomie qui s'appelle Gaia. Pareil, Gaia a été lancé il y a quelques années. Ce qu'on appelle un démonstrateur, c'est pour quand on va vers des technologies un petit peu nouvelles. On est amené à construire des maquettes pour tester des nouveaux assemblages, des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies. Donc là, on a lié donc le plan focal, c'est vraiment le détecteur du télescope, comme votre détecteur sur appareil photo. J'allais dire la pellicule, mais maintenant plus sur son appareil photo. Donc là, je crois qu'au total, c'était un milliard de pixels. Donc un plan focal, vous voyez la taille de l'opérateur par rapport à tous les détecteurs. Vous voyez, donc c'est un paquet de détecteurs. Peut-être que dans une prochaine émission de capsule, tu auras l'occasion de... Nous aurons l'occasion de parler de Gaia plus en détail bientôt. Voilà, pour lancer une paire. Donc peut-être que je vais pas en dire beaucoup plus sur Gaia. Un des projets par contre que j'ai fait jusqu'au modèle de vol et pas un démonstrateur, c'était le télescope Herschel, qui est un bijou, mais un bijou géant. C'est un télescope qui travaille dans l'infrarouge lointain, submillimétrique. 3,50 mètres de diamètre, donc c'est actuellement le plus grand télescope spatial dans l'espace. Hubble ne fait que 2 mètres 40. Ouais. Et encore James Webb Space Telescope d'ici quelques années. C'est une super mission Herschel, vraiment. Herschel, c'est une super mission et c'était un magnifique télescope. Et en plus, c'est vraiment un bel objet, quoi. Enfin, c'est majestueux. Il est ultra. Le miroir, il est ultra poli. Enfin, tout est ultra réfléchissant. C'est majestueux comme objet. Moi, j'adore. Ouais. C'est un des rares objets de satellite qui est entièrement aluminisé, en fait. La plupart des satellites ont cette couverture isolante qu'on appelle MLI, qui est faite de captons, qui peut être souvent jaune, orangé, parfois noir quand il y a des besoins de conduction électrique. On choisit ces couleurs-là pour ne pas absorber, ne pas surchauffer quand on est éclairé par le soleil, avec une grosse capacité d'émettre dans l'infrarouge la chaleur absorbée par le soleil. Ici, le télescope Herschel, il est entièrement aluminisé, donc vous voyez évidemment les parties réfléchissantes sont naturellement aluminisées, mais toutes les structures pour supporter le miroir secondaire qui se trouve juste derrière, dans le dos des deux opérateurs, sont isolées par des feuilles de captons aluminisés, parce que c'est un télescope qui reste tout le temps dans l'ombre. Il est garanti être tout le temps dans l'ombre. Si jamais on avait eu du soleil qui tapait sur ce côté-là, on n'aurait certainement pas voulu avoir de la luminisée, parce que justement ça aurait surchauffé très rapidement, quoi. Voilà, c'est pas fait pour, ou alors il faut pas y rester trop longtemps. Voilà. Au lancement, on peut parler un petit peu d'Herschel pendant quelques minutes. Au lancement, ce que font les fusées très rapidement, une fois qu'elles ont franchi les couches les plus épaisses de l'atmosphère, c'est qu'elles éjectent le maximum de masse. Donc la coiffe d'Ariane est éjectée pour gagner en masse et gagner en accélération. Et donc du coup, la payload, le satellite, et là c'était le cas d'Herschel, se trouve directement au sommet de la fusée, qui n'est plus protégée par la coiffe.
Et vu le profil de lancement qui est imposé par l'endroit final où le télescope, le satellite doit se retrouver, il fallait lancer en milieu de journée. Donc dès que la coiffe a été larguée, c'est pris du soleil, quoi. Voilà, il s'est pris du soleil, c'était prévu, c'était connu. Donc en fait, ce télescope a pris quelques minutes de soleil, avec une rotation qui permettait que différentes parties soient illuminées les unes après les autres. Maintenant, c'est pas tout de prendre le soleil, c'est que il faut imaginer que le soleil en fait vient taper dans le miroir primaire. Donc le miroir primaire, il pèse quasiment 300 kg, il a une telle inertie que il ne va pas surchauffer immédiatement, mais par contre il reflète fortement le soleil, et en concentrant du fait de il peut créer des points chauds sur d'autres parties du télescope, quoi. Exactement, voilà. Ouais. Et donc il a fait des points chauds. On a calculé qu'il ferait des points chauds qui vont durer que quelques secondes dû à la rotation du lanceur et donc du télescope. Mais très localement, il y avait plus de, sur quelques centimètres carrés, il y avait quelques watts absorbés de soleil. Et on avait un énorme doute. Est-ce que faut imaginer que c'est les 6 barres que vous voyez là où les opérateurs se glissent. Vous voyez mon curseur, je pense. Ouais. Les opérateurs se glissent entre les barres. Ces barres-là ont connu des flux instantanés de l'ordre du million de watts par mètre carré, évidemment réduit sur quelques centimètres carrés, c'est pas énorme. Mais s'ils étaient restés plus d'une minute, le scotch aurait fondu, il y aurait eu un gros trou noir dans la barre normalement qui est tout aluminisée. Le télescope aurait survécu, mais ça aurait fait vraiment quelque chose de moche, qui aurait dégazé plein de particules. Qui aurait endommagé potentiellement la qualité du miroir, etc. quoi. Voilà, ouais. Et dis-moi, est-ce que ça avait été simulé, ça ? Vous aviez fait des analyses thermiques pour ces cas-là ? Absolument, ça a été simulé en modélisant exactement l'endroit où le reflet solaire serait concentré. Donc là, il faut affiner un modèle quasiment millimètre par millimètre. Et comme c'était basé sur des hypothèses où on n'a pas exactement tous les bons paramètres de quelle est l'épaisseur du scotch, quelle est la conduction de la colle, et bien on est allé dans un four solaire tester un morceau de barre avec le même scotch Kapton pendant quelques minutes pour prouver à notre client LESA que ça tiendrait bien l'ensoleillement solaire pendant quelques minutes. Donc il faut s'imaginer d'aller à un four solaire. Donc on n'est pas allé à Odeo, c'est bien dommage, mais on est allé à Cologne en Allemagne. Où ils ont un four solaire qui oriente les rayons du soleil à l'intérieur d'une cuve où l'on peut faire le vide, éventuellement refroidir. Donc c'est là que le test a été fait. Alors j'aime bien moi quand on parle de thermique, tu vois, justement rappeler que la thermique ça ne se prévoit pas que pour un seul moment de la mission. Ou un satellite en général, il faut réfléchir sur toute sa vie. Et sa vie, elle commence en salle blanche et elle se termine dans l'espace perdu je ne sais où. Mais ce que je veux dire, c'est que le lancement fait partie de la vie du satellite et que dans des cas comme ça, si on avait oublié de prendre en compte ce lancement, eh bien, ça aurait été catastrophique pour la mission. Donc il faut vraiment regarder tout de A à Z, quoi. Exactement, ouais. Voilà. Et puis la dernière mission sur laquelle j'ai travaillé en étant encore dans l'industrie spatiale à Toulouse, c'est Sentinel-2, donc très, très jolie mission d'ailleurs qui est assez proche du satellite Spot avec des différences bien sûr. Donc mission d'observation de la Terre dans les ondes, dans le visible et le proche infrarouge. Donc c'est de mission qui génère de très très belles photos de la Terre avec une très bonne résolution. Toujours aujourd'hui d'ailleurs, elle est toujours aujourd'hui bien sûr. Maintenant il y a donc je crois qu'il y a au moins le A et le B, donc il y a 2 modèles identiques de Sentinel-2 qui tournent autour de la Terre, et puis il y a le 3e et le 4e modèle en préparation ou prêt à être lancé, donc le Sentinel-2C, 2D, c'est pas des noms très, très originaux. Et ça c'est une mission importante pour toi, c'est la première mission où tu as eu vraiment la main mise sur le design de certaines parties du satellite, quoi.
Voilà, absolument. Donc à Toulouse, donc l'ensemble du satellite était sous responsabilité Airbus, Astrium à l'époque. La plateforme et l'ensemble de la maîtrise d'œuvre étaient sous responsabilité Airbus Allemagne. Et à Toulouse, qui a une énorme spécialité dans plein de choses, en particulier dans les instruments optiques, on était responsable de l'instrument qui se trouve au sommet de la plateforme. Donc c'est un très très gros instrument qui fait quasiment 1,50 m de côté, 1 mètre de haut et 1 mètre de large, grosso modo. Avec de beaux miroirs qui doivent être à peu près de la taille d'un écran d'ordinateur, ou même un petit peu plus grand. Donc on est vraiment dans du 40 à 50 cm. Pas mal de deux plans focaux, l'un pour le visible, l'autre pour l'infrarouge. Voilà, un petit bijou de technologie, une belle aventure. Donc c'est à ce moment-là que j'ai dû laisser le projet à d'autres collègues pour tenter une nouvelle aventure. Donc à force de voyager dans mon travail, puisqu'en fait quand on travaille dans le spatial, on a énormément de partenaires dans toute l'Europe, pour avoir un peu le meilleur des technologies de tous nos partenaires européens, mais aussi souvent les projets européens de l'ESA sont faits pour bien distribuer le travail et que ce ne soit pas toujours les mêmes pays qui fassent toujours la même chose. On est obligé d'avoir des parties fabriquées en Allemagne, en Angleterre, au Portugal, de tester. Ça, je pense qu'on va en parler avec Juice certainement, mais oui, c'est c'est une contrainte, entre guillemets aussi un atout, mais c'est une contrainte que s'impose l'ESA pour faire développer son tissu aérospatial à travers l'Europe et financer des startups en Hongrie, tout comme donnant de l'argent à Airbus à Toulouse, quoi. Donc c'est une contrainte sur les projets, mais c'est important pour que ce soit équilibré à hauteur de ce que les États investissent dans l'agence, quoi. Absolument, voilà. Et donc ça nous oblige à travailler un petit peu avec tout le monde, avec des entreprises qui ont une énorme expérience, donc souvent dans les grands pays d'Europe de l'Ouest, mais aussi à travailler avec des pays nouvellement entrants dans l'Agence spatiale européenne. Donc actuellement l'ESA, je crois c'est 22 pays membres. Je crois que ça évolue presque 22 pays membres tous les ans. Donc tu cites la Hongrie, je travaille aussi avec la Pologne, avec la Roumanie. Je pense que c'est des futurs acteurs très efficaces dans certaines technologies, mais du coup l'intérêt de notre travail là, donc là déjà je me place déjà en tant qu'ESA, mais c'était aussi un petit peu le cas en tant qu'industriel quand il fallait par exemple avoir une partie au Portugal des analyses thermiques. Il faut former, il faut expliquer, il faut prendre le temps de former. Et souvent le refaire à chaque fois parce qu'il y a une nouvelle mission, nouveaux projets et nouveaux acteurs et il faut recommencer, quoi. Exactement, donc des fois on a des partenaires dont le personnel change beaucoup, change souvent, donc il faut continuer à former. Et puis des fois on a des bonnes surprises d'entreprises où au début c'était pas évident, et puis qui deviennent très très motivés, très compétents. Et un exemple de réussite, c'est quand une de ces entreprises n'a pas du travail sur une mission un petit peu institutionnelle comme une mission ESA où on est un petit peu forcé d'aller dans tel ou tel pays, et quand les gros partenaires industriels viennent les choisir parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils sont compétitifs, c'est bien. Ouais. Ouais. Alors il y a Thierry qui nous fait un petit coucou sur le chat, justement on arrive à l'ESA. Bienvenue Thierry, merci pour le sub. Donc voilà, nous sommes maintenant en 2010 et je décide de faire le grand pas à l'ESA, qui a été mon client sur pas mal de projets précédents, donc c'était une manière relativement naturelle. Donc il faut passer des entretiens
Et puis au bout d'un moment, on me rappelle en me disant ok, est-ce que tu es toujours partant pour venir à l'ESA? Oui, oui, on t'envoie le contrat. Donc, et puis du coup, il faut bouger avec toute la petite famille, voilà, là, il faut comme tu as vu. bouger, les enfants, ma femme, le ballon de rugby et c'est parti. Et les chocolatines, et voilà quoi. Alors, les chocolatines, évidemment. Ouais, évidemment. Donc à l'ESA, on va arriver un petit peu au sujet de Juice, mais avant de travailler sur Juice, qui a déjà commencé il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de bosser sur 2 missions passionnantes, scientifiques. Swarm, qui est une série de trois satellites identiques qui sont en orbite très basse pour étudier, mesurer le champ magnétique terrestre. Donc il y a plusieurs satellites pour avoir plusieurs dimensions de mesure selon l'altitude, selon la longitude. Ça fait très... J'aime beaucoup Swarm, le design, ça fait très Star Wars dans le... C'est atypique, c'est vraiment un design, une forme de satellite totalement atypique. Donc vous voyez, on voit d'abord ce grand bras, je pense que je peux utiliser mon petit pointeur. Ouais. On voit ce grand bras qui est déployé. Donc quand il est lancé, ils sont lancés les trois ensemble. Puis ensuite il y a ce bras qui fait quasiment 5 mètres, 4-5 mètres de long. Ah, c'est 5 mètres de long. Ah oui, c'est beaucoup plus grand que ce que je croyais. Ah ouais, la vache. Ok. Oui. Il faut imaginer, le corps fait à peu près 4 mètres 50, quasiment 5 mètres. Bon, il est relativement fin. Et quand c'est déployé, ça fait 4,50 m de long. Et le but, c'est pourquoi on a un mât, on appelle ça un boom, donc en français ce sera un mât aussi long, c'est pour avoir ces petits détecteurs de champ magnétique le plus éloigné possible du corps du satellite où sont toutes les électroniques. Et qui dit électronique dit circulation d'électricité dans tous les sens avec des générations de champs électromagnétiques, donc qui viendraient perturber le senseur magnétique qui lui vient détecter des nanotesla. Donc c'est pour ça qu'en général, dès qu'on a des magnétomètres sur un satellite, et je pense qu'on aura ce soir l'occasion de voir ça sur Juice, tout à fait. On va les éloigner le plus possible du corps du satellite. Donc ici on a deux senseurs magnétiques, ils sont redondants l'un et l'autre. Et ici, en fait, on a un senseur, en fait 3 senseurs qui sont orientés dans les 3 axes perpendiculaires pour avoir la composante géométrique du champ magnétique, sachant que la valeur absolue du champ magnétique est donnée par ce détecteur. Et il y a Nozudrum qui nous dit qu'il a beaucoup utilisé les données des satellites Swarm pour ses études, donc merci, c'est cool d'en parler. Et le geek qui nous dit, ouais, Swarm, ils étaient 3 satellites, ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Ils étaient 3 satellites, voilà, cette image d'artiste, on montre les 2 premiers qui sont côte à côte, enfin à quelques minutes d'intervalle de passage, à la même altitude, et le 3e, lui, est resté, je crois, à 500 et quelques kilomètres d'altitude, alors que les 2 autres sont descendus jusqu'à 300 km. Et on voit sur l'image qu'il y a une autre mission qui a fait l'actualité, qui a été lancée. Keops qui vient d'être lancé, qui a été lancé le 18 décembre 2019, donc il y a quelques mois, qui marche très très bien en orbite. Donc là c'est un petit satellite, il est très trapu, hein, il fait 1,50 m de haut, 1,50 m de côté, 1,50 m de long. Une petite plateforme qui vient de Airbus Madrid, et l'instrument qui est un télescope. Le miroir principal fait 30-32 cm. Donc le but, c'est un petit peu la continuité de la mission CORO, pour ceux qui connaissent cette mission d'exoplanétologie du CNES. Donc c'est de repérer des étoiles, mesurer la lumière qu'elles produisent. Et dès qu'il y a une baisse de lumière, surtout si ça vient régulièrement, ça indique qu'il y a un transit d'exoplanètes devant l'étoile, quoi. Voilà, exactement, ouais. Donc Keops, c'est pas une mission qui va tout casser en termes d'exoplanétologie, tout découvrir. C'est plutôt une mission qui est là pour confirmer des candidates
des exoplanètes candidates qui ont été identifiées mais pas vraiment caractérisées. En fait, il y a tellement d'exoplanètes découvertes, je crois qu'on doit être à 4 ou 5 000. Je crois que c'est ça, entre 4 et 5 000, que du coup, il n'y a plus assez de temps pour les télescopes terrestres pour toutes les repasser en revue, les vérifier, les caractériser. Donc c'est pour ça qu'il y a une mission dédiée pour la caractérisation de la taille et de la périodicité de ces exoplanètes. Alors, je me permets de faire on arrive presque à la moitié de l'émission, je me permets de faire un petit rappel pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Parce que Kurt vient de nous demander, je voulais savoir quelle était l'expérience en physique de chacun des hôtes de la diffusion. Au-delà de l'expérience en physique, on va peut-être rappeler très brièvement qui on est. Je suis en compagnie de Romain Perouloga qui est ingénieur thermique à l'ESA et je suis Corentin Buty, ingénieur aérospatial, et aussi je travaille à l'ESA en tant que YGT, Young Graduate Trainee. Et voilà, je pense que c'est le résumé. Aujourd'hui, on parle donc de la carrière de Romain et on va bientôt parler de la mission JUICE. Mais juste avant, je voulais juste revenir sur Cheops parce que tu dis, donc toi, tu as fait l'architecture thermique de Cheops. C'est intéressant aussi de voir que l'architecte thermique, même une fois le satellite en vol, tu continues d'avoir un œil sur les données, voir que tout se passe bien. Et c'est ça parce que pour vous dire sur le chat, on partage le bureau. Je partage le bureau de Romain à l'ESA et on reçoit en fait en direct les données à bord de Cheops. Et du coup, on regardait toutes les semaines après le lancement, voir comment évoluait la température dans le satellite pour chaque instrument, pour chaque équipement. Et c'était génial de voir que tout était vraiment nickel, quoi. Tout était super bien contrôlé. C'était parfait, quoi. Vraiment parfait. Ouais, exactement. C'est vrai c'est un peu le sentiment du travail abouti, quoi. C'est la récompense, ouais, c'est ça. Ça méritait, ça fait 5 Cheops, c'est l'histoire de 5 ans de développement. Surtout là, vraiment, le projet, on l'a démarré à l'ESA, je l'ai démarré à l'ESA du thermique depuis le tout début. C'est quand on est vraiment à faire des traits de crayon sur un tableau blanc. Et ouais, c'est un peu la récompense de voir que tout marche. Les premières images qu'il a fait sont aussi la récompense, parce que quelque part les ingénieurs travaillent pour ce produit-là. Mais pour nous, la satisfaction, quand par exemple on fait des radiateurs pour refroidir les électroniques et refroidir le détecteur qui doit être ultra stable, on a comme objectif qui ne bouge pas de plus de 5 millikelvin, 5 millièmes de degré pendant une ou plusieurs orbites. Donc voir la stabilité de ce détecteur qu'on recevra effectivement en direct, puisque les télémétries sont accessibles pour les ingénieurs ESA, c'est excitant, ça fait plaisir. Bien sûr. Il y a Benjamin qui nous demande combien est-ce qu'il y a le capteur thermique à bord de Cheops. Ça se compte en dizaines, en centaines? On est sur Cheops, on est de l'ordre d'une cinquantaine à peu près. Cinquantaine, d'accord. Okay. Ouais, une cinquantaine. Grosso modo, alors il y a beaucoup d'autres capteurs pour le statut de toutes les électroniques, les courants électriques, les puissances, mais purement des capteurs de température, je dirais qu'on est de l'ordre de la cinquantaine, peut-être 60, 70, avec pas mal de redondance souvent. Pour sécuriser un endroit qui doit être contrôlé activement, en général, on met trois thermistances, 3 senseurs thermiques, et on élimine la valeur la plus haute, la valeur la plus basse, et on prend celle du milieu. Comme ça, si la valeur la plus basse se met à dire moins 9999 parce qu'elle bug complètement, elle sera exclue automatiquement. Pareil, si elle se met à dire 99999, elle sera exclue automatiquement. C'est ce qu'on appelle un vote majoritaire, qui est une forme de redondance. Ouais, qui est souvent valable, quel que soit le signal traité aussi, peu importe dans les électroniques, il y a souvent ce majority voting dans les équipements. Et oui, c'est pas comme une voiture, on peut pas aller la réparer une fois qu'on la lance, on peut pas aller la réparer si facilement.
Et alors, une autre activité qui te prend... Ah, bah, bien sûr, parce que j'allais dire, on peut parler vite fait des MLI, genre en 5 minutes, avant d'attaquer Juice. Mais bien sûr qu'on va y venir. Évidemment, donc les MLI, bah, pour un ingénieur en thermique spatiale, c'est le matériau, c'est la technologie de base pour tout ce qui est isolation. On isole le satellite contre le froid de l'espace, mais aussi contre les flux solaires, parfois les flux planètes ou flux d'albédo. Donc oui, c'est tous les satellites, il n'y a que de très très rares exceptions, mais tous les satellites, on va dire moyens et gros, sont obligés d'avoir cette isolation. Et donc toi, tu as travaillé principalement sur le développement de nouvelles technologies, Voilà, nouvelles technologies de MLI, nouveaux fournisseurs aussi, en partenariat avec notamment des partenaires d'Europe voilà. de l'Est, etc. Ouais. Effectivement, je suis sur pas mal d'études. Donc, le travail à l'ESA, c'est essentiellement 80% du temps ou 90% du temps, c'est suivre, supporter au sens tout supporte, aider les projets dans notre domaine de compétences. Mais on a, selon les personnes, entre 10 et parfois même beaucoup plus. Je crois que Thierry qui était ton invité la semaine dernière, c'était beaucoup plus. Mais on a toujours un travail de fond de développer des technologies. Donc là, par exemple, l'image de cette MLI, donc Multi-Layer Insulation, illustre bien le principe de ces MLI. Donc en gros, ce sont, comme vous connaissez sûrement, les couvertures de survie. Donc ce sont finalement des feuilles de plastique. Donc c'est un plastique quand même de bonne qualité qui peut tenir des années de radiation dans l'espace, qui peut tenir des hautes températures. Donc en général, pour la température, on est plutôt dans des polyimides. Le nom commercial, c'est Kapton. Pour des températures plus moyennes, on va choisir plutôt du PET. Je ne me rappelle plus exactement le... Polyéthylène, non, c'est pas ça? Polyéthylène ou polyester, j'ai un petit doute. Donc le nom commercial américain est Mylar. Et puis après, il y a deux familles de multicouches. Il y a ceux qui vont embosser, faire des formes un peu cabossées pour ces MLI, de sorte que quand on les cumule, il y a très très peu de points de contact. Et puis il y a l'autre famille de MLI qui va insérer des sortes de filets de couches de fibres ou de couches de fibres de plastique pour que quand les feuilles aluminisées viennent l'une sur l'autre, il y ait toujours un isolant thermique qui empêche la conduction directe d'une feuille à l'autre. En anglais, on appelle ça des spacers. Donc là, sur la photo, avec ces gros doigts boudinés, là, on voit qu'il y a 25 couches de carton aluminisé sur les deux faces, et on voit cette espèce de feuille fibreuse qui est un des nouveaux matériaux développés par un des grands spécialistes de l'isolation thermique, une entreprise autrichienne qui a développé ce spacer pour tenir à la fois les hautes températures, avoir une super efficacité d'isolation et ne pas générer de microparticules comme des fibres, par exemple, quand on commence à découper la MLI, peuvent générer. Donc voilà une des activités auxquelles je contribue en parallèle, et souvent qui ensuite viennent alimenter des nouveaux projets. Et là, la transition est parfaite parce que cette MLI qui a été développée il y a quelques années, c'est celle qui équipe tout le satellite JUICE. Incroyable. On y vient, enfin. On y vient. Alors attends. Je fais ça bien, je coupe la VOD.